L'atmosphère qui régnait dans le salon privé de l'Aurélia n'était pas simplement froide, elle semblait cryogénisée par la fureur silencieuse d'un seul homme, Julien Thorne, un milliardaire dont le tempérament était aussi légendaire que l'empire technologique qu'il avait bâti à la force du poignet et qui, ce soir-là, voyait un accord de 9 milliards d'euros lui glisser entre les doigts, perdu dans les méandres d'une traduction défaillante. Son interprète, pourtant trié sur le volet, échouait lamentablement, tandis que la délégation japonaise se retirait peu à peu derrière un mur d'indifférence polie, et Thorne s'apprêtait à déclencher une tempête qui coûterait leur carrière à plusieurs personnes présentes, car personne dans cette cage dorée ne parlait japonais. Personne ne pouvait sauver la transaction, ou du moins le pensait-il, ne jetant pas un seul regard à la serveuse qui remplissait son verre d'eau, cette femme qu'il considérait comme moins importante que le cristal de baccarat qu'il tenait à la main, ignorant qu'il allait bientôt apprendre que les actifs les plus précieux ne figurent pas toujours au bilan comptable. L'Aurélia n'était pas juste un restaurant, c'était une déclaration de puissance, perchée au 60e étage d'une tour dominant l'étendue scintillante de Paris et du quartier de la Défense, un lieu où les affaires n'étaient pas tant conclues que consacrées, où l'argenterie était en argent massif, le cristal taillé à la main, et où le silence entre les plats valait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Et ce soir, la salle à manger privée la plus exclusive, la suite céleste, était occupée par Julien Thorne, un homme forgé dans le creuset brutal des premiers jours de la French Tech et de la Silicon Valley, qui n'avait pas hérité de sa richesse, mais l'avait arraché au monde par la seule force de sa volonté, grâce à un code innovant et une intolérance totale à l'échec. Sa société, Nexus Dynamics, était sur le point d'acquérir Cyberkinetic Systems, une firme de robotique légendaire de Kyoto, fondée et dirigée par le vénérable Monsieur Kenji Tanaka, et il ne s'agissait pas seulement d'une acquisition, mais du joyau final de la couronne de Thorne, un accord qui cimenterait son héritage pour les décennies à venir. Le prix affiché était de 9 milliards d'euros, mais la valeur réelle était incommensurable, et face à lui, de l'autre côté de l'immense table en acajou, était assis Monsieur Tanaka et ses deux cadres supérieurs, des modèles d'immobilité, leurs costumes sombres, immaculés, leurs visages des masques placides qui ne trahissaient rien. Monsieur Tanaka, un homme approchant les 80 ans avec des yeux qui contenaient la sagesse de 1000 jardins zen, avait à peine touché à son risotto au safran, murmurant occasionnellement quelque chose en japonais à son associé, un flot de paroles calmes et fluides qui sonnait comme un jugement sans appel. Entre ces deux mondes était assis Robert, le traducteur, qui sur le papier était le meilleur du marché, diplômé des grandes écoles, fort d'une décennie d'expérience en traduction d'entreprise, censé être le pont entre les deux cultures, mais qui se révélait être une ruine en effondrement. Les doigts de Julien Thorne tapotaient un rythme saccadé sur la table, un battement de tambour traduisant une impatience croissante, et il finit par lâcher d'une voix basse et dangereuse. « Robert, demandez-lui encore quelle est sa réserve. Nous avons rempli toutes les conditions. Le prix est de 10% au-dessus de la valeur du marché. Son conseil d'administration a déjà approuvé l'offre préliminaire. Quel est le problème? » 2. Robert, transpirant sous la climatisation pourtant parfaitement calibrée, s'éclaircit la voix, se tourna vers M. Tanaka et offrit une suite de phrases en japonais stilted, parfaites selon les manuels, mais dénuées d'âme. M. Tanaka écouta, la tête légèrement inclinée, et quand Robert eut fini, le vieil homme répondit. Son ton n'était ni dur, ni argumentatif. Il était doux, presque poétique, et dura près d'1 minute, après quoi tous les yeux se tournèrent vers Robert, qui déglutit difficilement avant de traduire. Il dit que l'âme de l'entreprise n'est pas à vendre. La mâchoire de Thorne se serra si fort qu'un muscle tressaillit le long de sa joue, et il répliqua sèchement « L'âme? Nous ne sommes pas dans une église, Robert. Nous sommes dans une salle de conseil avec une meilleure nourriture. Que cela signifie-t-il en termes commerciaux? Demande-t-il plus d'argent? Un siège au conseil à vie? Qu'est-ce que c'est? » Robert se tourna de nouveau vers M. Tanaka, son japonais sonnant maintenant moins confiant, plus agité.
et une autre réponse calme et fluide du vieil homme suivit, après quoi Robert se tourna vers Thorne, le visage blêmissant. Ils discutent des fleurs de cerisier dans le jardin de sa maison d'enfance. Il dit qu'elles ne fleurissent que pendant une semaine, pourtant leur beauté informe toute l'année. Il relie cela à l'esprit du monozukuri, l'art de l'artisanat. Thorne laissa échapper un grognement sourd. L'artisanat? Nous achetons une entreprise qui construit des interfaces neuronales de nouvelle génération et des drones autonomes, pas des tasses à thé peintes à la main. Dites-lui que son artisanat sera financé au-delà de ses rêves les plus fous. Dites-lui que nous donnerons à ces fleurs de cerisier une serre mondiale. L'échange se reproduisit. Une conversation maladroite et discordante entre un marteau-piqueur et un pinceau d'aquarelle, et la frustration de Thorne devenait une force palpable dans la pièce, aspirant l'oxygène de l'air, car l'accord ne faisait pas que stagner. Il était en train de mourir. M. Tanaka commençait à avoir l'air insulté, son masque placide se durcissant en une désapprobation silencieuse, car c'était un homme qui valorisait la nuance, le respect et la compréhension partagés par-dessus tout, et il ne recevait rien de tout cela. Debout près d'une station de service discrète près du mur, Elara Vance observait le désastre se dérouler. Pour Julien Thorne et ses associés, elle était invisible, un fantôme dans un uniforme noir impeccable dont le seul but était de garder les verres d'eau pleins et les assiettes débarrassées. Elle travaillait à l'Aurélia depuis 2 ans, une étape sur un chemin qu'elle n'avait pas encore tout à fait tracé, et la plupart des soirs, elle était experte à devenir partie intégrante du mobilier, ses pensées dérivant vers ses prêts étudiants impayés et le manuscrit qu'elle essayait d'écrire pendant son temps libre. Mais ce soir, elle n'écoutait pas seulement le français. Elle comprenait chaque mot de japonais, et ce qu'elle entendait lui serrait le cœur. Le traducteur n'était pas seulement inexact, il commettait une boucherie culturelle. Il prenait les profondes interrogations philosophiques de M. Tanaka sur l'héritage, la responsabilité d'entreprise et le cœur éthique de la création, et les réduisait à des platitudes de biscuits chinois. M. Tanaka ne parlait pas de fleurs de cerisier au sens littéral. Il utilisait une métaphore classique tirée des œuvres du poète Matsuo Basho pour demander si Thorne comprenait que la vraie force se trouve dans les choses transitoires et délicates comme la confiance et l'esprit d'équipe. Il demandait si Thorne, un homme connu pour ses rachats d'entreprises impitoyables, écraserait la chose même qui rendait Cyber Kinetic Systems si précieuse, son âme. Elara sentit un nœud d'anxiété et d'indignation se resserrer dans son estomac. Elle voyait l'accord s'effondrer, mais elle voyait aussi quelque chose de plus personnel. Elle voyait une langue profonde et magnifique être mutilée, et les inquiétudes d'un homme bon être rejeté comme les divagations absurdes d'un vieil excentrique. Sa main trembla légèrement alors qu'elle saisissait le pichet d'eau en argent. Sa formation lui hurlait de rester silencieuse, de rester invisible, mais les mots de sa mère, chuchotés il y a tant d'années, résonnaient dans son esprit. Les mots ne sont pas juste des sons, Elara. Ce sont les maisons où vivent les idées. Si tu respectes l'idée, tu dois honorer la maison. Julien Thorne était sur le point de perdre son sang-froid, et Elara était sur le point de briser toutes les règles qu'on lui avait enseignées. Le point de rupture arriva avec le plat principal, du bœuf Wagyu A, 5 saisies, un plat choisi spécifiquement pour honorer les invités japonais qui arriva sur des assiettes comme des œuvres d'art, mais le geste fut perdu dans le froid arctique de la pièce. Thorne, abandonnant toute prétention de négociation, se pencha en avant, ses yeux perçant Robert. « Une dernière fois, Robert, faites-lui comprendre, ce n'est pas une demande. Nexus Dynamics acquiert sa société, cela va arriver, les marchés l'attendent, nos actionnaires l'exigent. Il peut soit être un partenaire riche et respecté dans cette nouvelle puissance mondiale, soit être une note de bas de page historique. Exposez-lui ça. Pas de poésie, pas de fleurs, juste les faits, froids et durs. » C'était une déclaration de guerre, et Robert était le messager malheureux chargé de la livrer. Il se lécha les lèvres, son regard dartant nerveusement entre le milliardaire fumant de rage et le vieil homme serein, et commença à parler en japonais. Mais sa voix était tendue, son phrasé agressif,
traduisant directement la menace de Thorne, la dépouillant de tout tampon diplomatique et l'injectant avec l'arrogance brute de son patron. Et Lara, debout près du mur, tressaillit. Elle n'avait pas besoin de voir la réaction. Elle pouvait la sentir. La température dans la pièce chuta encore de 10 degrés. Les deux associés de M. Tanaka, qui étaient restés silencieux toute la soirée, se raidirent, l'un d'eux laissant échapper un sifflement de désapprobation à peine audible. Et M. Tanaka lui-même ne bougea pas un muscle, mais ses yeux, quand il les leva enfin pour regarder Thorne, étaient comme des éclats d'obsidienne. Le masque de politesse avait disparu, remplacé par une déception profonde et inébranlable. Il parla, et pour la première fois, sa voix portait un tranchant aigu, une phrase courte et sèche, après quoi Robert devint blanc comme un linge. Thorne claqua sa paume sur la table, faisant teinter le cristal de baccarat comme un glas. Il dit quoi? Crachez le morceau, Robert. Robert bégaya. Il dit qu'un homme qui ne peut pas faire la différence entre un jardin et un champ de bataille n'est pas digne de tenir une bêche, encore moins une épée. C'était une insulte finale puissante, une déclaration que Thorne n'était pas seulement un mauvais négociateur, mais un barbare indigne de l'héritage que M. Tanaka avait construit. Le visage de Thorne devint un nuage d'orage d'incrédulité qui se transformait rapidement en rage pure. 9 milliards d'euros, des années de planification stratégique, tout son héritage, tout incinéré par un traducteur raté et un vieil homme têtu parlant par énigme. Il repoussa sa chaise, les pieds crissant contre le sol poli. « C'est inacceptable », rugit-il, sa voix n'étant plus une menace contrôlée, mais une explosion incontrôlée, et il pointa un doigt tremblant vers Robert. « Vous êtes viré, sortez de ma vue, votre agence aura des nouvelles de mes avocats, incompétents. » Robert se rua pratiquement hors de sa chaise, saisissant sa mallette et fuyant la pièce sans un regard en arrière. Puis Thorne se tourna vers sa propre équipe, deux vice-présidents qui avaient maintenant l'air de vouloir que le sol les avale tout entiers. « Et vous deux, aucun de vous n'a pensé à vérifier cet homme correctement? Avez-vous juste cherché meilleur traducteur japonais sur Google et engagé le premier nom qui est apparu? C'est un fiasco à 9 milliards. Vos carrières ne tiennent qu'à un fil si fin qu'il est invisible. » Son regard balaya ensuite la pièce, atterrissant finalement sur le directeur du restaurant, un homme nommé Jean-Pierre qui s'était précipité au bruit de l'agitation. « Et cet établissement, vous appelez cela un service 5 étoiles? Toute cette soirée a été une catastrophe. » La pièce était silencieuse, sauf pour la respiration lourde de Thorne. L'accord était mort. M. Tanaka plaça lentement sa serviette sur la table, un signal clair que la réunion était terminée, et lui et ses associés commencèrent à se lever de leurs chaises. Ce fut à ce moment-là, dans le silence assourdissant suivant l'éruption du milliardaire, qu'Elara Vance bougea. Elle fit un pas délibéré en avant depuis le mur, le pichet d'eau en argent toujours serré dans sa main, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé, chaque instinct, chaque règle de son emploi lui hurlant de s'arrêter, de se fondre à nouveau dans le papier peint. Jean-Pierre lui jeta un regard de terreur pure, ses yeux écarquillés la suppliant silencieusement de ne pas interférer. Mais la vue de M. Tanaka, un homme d'une immense dignité, traité avec un manque de respect si profond, et le souvenir de la voix de sa mère la poussèrent en avant. Elle devait réparer cela, non pour Thorne, qu'elle méprisait à cet instant, mais pour l'intégrité de la conversation qui avait été si horriblement violée. Elle fit un autre pas, se plaçant dans l'espace ouvert entre les deux délégations, et Julien Thorne la vit enfin, ses yeux remplis de rage se plissant de confusion, puis de mépris. « Que voulez-vous » grogna-t-il, supposant qu'elle était là pour débarrasser les assiettes. « Sortez tout le monde, sortez juste. » Et Lara l'ignora, son attention étant entièrement focalisée sur les 3 hommes japonais qui étaient maintenant debout, prêts à partir. Elle prit une inspiration profonde et stabilisatrice, inclina la tête profondément et respectueusement, bien plus profondément que Robert ne l'avait jamais fait, et elle parla, sa voix, claire et inébranlable, coupant à travers la tension suffocante. Elle ne parlait pas le japonais moderne et fonctionnel que Robert avait utilisé, elle parlait un japonais plus formel, élégant,
le genre qu'on apprend de la littérature et de parents érudits, pas d'un manuel commercial. Tanaka-sama, commença-t-elle, sa voix résonnant d'un respect totalement authentique. Un malentendu semble avoir surgi. Je suis profondément désolé, s'il vous plaît. Pourrais-je vous déranger pour quelques instants encore de votre temps? Le monde s'arrêta. La tirade de Thorne mourut dans sa gorge. Ses vice-présidents se figèrent au milieu de leurs grimaces. Jean-Pierre eut l'air d'avoir vu un fantôme, et M. Tanaka et ses associés, qui étaient à mi-chemin de la porte, s'arrêtèrent, se tournant lentement, leurs expressions mélange de choc et d'étonnement total. Ils n'étaient pas seulement surpris qu'une serveuse leur parle, ils étaient stupéfaits par la manière dont elle leur parlait. Sa prononciation était impeccable, son intonation parfaite, et son choix de mots était celui d'une locutrice native éduquée. Les yeux d'obsidienne de M. Tanaka se posèrent sur Elara. La dureté en eux s'adoucit, remplacée par une lueur de curiosité intense, et il fit un léger signe de tête, presque imperceptible. Julien Thorne fixait la scène, la bouche légèrement entr'ouverte. La serveuse qu'il n'avait même pas enregistrée comme un être humain était maintenant le centre de gravité absolu de son univers à 9 milliards d'euros, et elle venait de parler un japonais parfait. Pendant un long moment, le seul son fut le bourdonnement faible de la ville, loin en contrebas, car Julien Thorne était un homme qui avait bâti un empire sur la prédiction des résultats, sur l'exécution de simulations, sur la connaissance de chaque variable, et une serveuse, parlant un japonais courtois et impeccable au milieu de son accord implosant, était une variable qu'il n'aurait pas pu calculer en 1 million d'années, sa fureur étant momentanément éclipsée par un choc pur et simple. Elara se redressa de sa révérence, son regard restant respectueux et fixé sur M. Tanaka. Elle était parfaitement consciente de chaque œil dans la pièce sur elle, surtout le regard brûlant de Julien Thorne. La peur était toujours là, un nœud froid dans son estomac, mais elle était supplantée par un étrange sentiment de but. M. Tanaka parla, sa voix calme, mais portant le poids du commandement. « Anata, Donata Desuka, et vous, qui êtes-vous » Avant qu'Elara ne puisse répondre, Jean-Pierre, le directeur, se précipita en avant, tordant ses mains. « Monsieur Thorne, Monsieur Tanaka, je suis tellement désolé. C'est un membre du personnel. Elle dépasse les bornes. Elara, retournez à votre poste immédiatement. » Siffla-t-il dans un murmure paniqué. Thorne le fit taire d'un seul geste brusque de la main. Il ne quitta pas Elara des yeux. Il ne comprenait pas les mots, mais il comprenait le changement dans la dynamique de la pièce. La délégation japonaise ne partait plus. Ils écoutaient, et pour la première fois de la nuit, ils avaient l'air engagés. Il n'était pas un génie pour rien. Quand une bouée de sauvetage apparaît au milieu d'un naufrage, on ne la questionne pas, on l'attrape. « Laissez-la parler », commanda Thorne, sa voix un grondement bas. Elara lança un regard reconnaissant à personne en particulier et tourna son attention vers M. Tanaka. « Watashi wa Elara Tomoshimasu », dit-elle en se présentant. « Mon nom est Elara, je suis serveuse dans ce restaurant. Je ne suis qu'une serveuse, mais je comprends le japonais, et je comprends aussi les haïkus de Basho. » La mention du nom du poète fut la clé. Les sourcils de M. Tanaka se levèrent en une surprise authentique. Il les avait testés toute la nuit, utilisant la métaphore et les allusions classiques pour jauger leur profondeur, et le traducteur raté n'avait vu que des fleurs de cerisier et des jardins. Mais cette jeune femme avait vu le poète derrière les mots. Il fit signe à son équipe de s'asseoir, ce qu'ils firent, leurs mouvements fluides et synchronisés, puis M. Tanaka fit signe vers la chaise en face de lui, celle que Robert avait si récemment quittée. C'était une invitation. Elara hésita. Elle portait un uniforme de serveur, elle tenait un pichet d'eau, elle était invitée à s'asseoir à une table où un accord de 9 milliards d'euros était négocié. « Asseyez-vous » aboya Thorne un peu trop durement, avant d'adoucir son ton, une occurrence rare. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Lentement, Elara posa le pichet d'eau sur une desserte de service à proximité, marcha jusqu'à la table. Ses pas semblant à la fois lourds et légers, tira la chaise et s'assit, sa posture droite, ses mains jointes sur ses genoux, sentant le contraste saisissant entre son simple uniforme noir
et les costumes sur mesure qui l'entouraient. La pièce était réinitialisée, une nouvelle partie commençait, et les règles étaient écrites par la personne la plus improbable à la table. Monsieur Tanaka lui parla, un long paragraphe fluide de japonais. C'était une question, mais c'était aussi un test. Il sondait, cherchant la vérité de sa compréhension. Thorne se pencha en avant, son impatience revenant déjà. Qu'est-ce qu'il a dit? Et Lara écouta attentivement, la tête inclinée, et quand il eut fini, elle prit un moment, rassemblant ses pensées, choisissant ses mots non seulement pour leur sens littéral, mais pour leur poids émotionnel et culturel. Elle regarda d'abord M. Tanaka et répondit en japonais, une courte phrase de reconnaissance pour montrer qu'elle avait compris, puis elle se tourna vers Julien Thorne. « Monsieur Tanaka n'a pas posé de questions, Monsieur Thorne. Il a fait une déclaration, » dit-elle d'une voix calme et mesurée. « Il a dit que lorsque vous citiez les attentes du marché et les demandes des actionnaires, vous parliez la langue d'une tempête qui ne sait que prendre. Il croit qu'une entreprise comme la sienne n'est pas un arbre à abattre, mais un jardin à entretenir. Un jardin qui a été cultivé par 3 générations de sa famille. Il craint que dans votre tempête, le jardin ne soit dépouillé et qu'il ne reste que la terre stérile. » Thorne la fixa. La clarté était stupéfiante. Elle n'avait pas seulement traduit les mots, elle avait traduit le sens, l'âme même de son objection. Robert lui avait donné une définition de dictionnaire, et Lara Vance lui donnait la clé de toute la négociation. « Dites-lui, » dit Thorne, sa voix maintenant dépourvue de sa rage antérieure, remplacée par une intensité concentrée. « Dites-lui qu'il a tort. Une tempête peut aussi apporter la pluie, elle peut dégager le bois mort et permettre une nouvelle croissance. Nexus Dynamics n'est pas ici pour dépouiller son jardin. Nous sommes ici pour fournir les ressources pour le faire grandir au-delà de ses rêves les plus fous, pour apporter ses innovations au monde entier. » Et Lara se tourna vers M. Tanaka et commença à parler. Elle n'utilisa pas le phrasé d'entreprise agressif que Thorne avait utilisé. Au lieu de cela, elle l'adoucit, recadrant le concept dans un contexte qu'il comprendrait. Elle utilisa le concept japonais de kaizen, ou amélioration continue. Elle parla de la tempête de Thorne, non pas comme une force destructrice, mais comme un vent divin, un kamikaze au sens historique et spirituel, qui pourrait propulser leur vision commune vers l'avant. Elle ne traduisait plus simplement, elle faisait de la médiation, construisant un pont de compréhension, phrase par phrase. Monsieur Tanaka écouta, le menton reposant sur sa main, et pour la première fois de la soirée, une expression pensive et engagée apparut sur son visage. Il répondit, et cette fois, ses mots n'étaient pas un rejet poétique, mais une question précise et inquisitrice. Et Lara traduisit pour Thorne. Il pose des questions sur l'équipe Takeda Ryu. Ils sont son groupe principal de recherche et développement. Nommé d'après un célèbre clan de samouraïs, ils travaillent ensemble depuis 20 ans. Ils sont le cœur de l'innovation de l'entreprise. Il veut savoir ce qu'il adviendra d'eux. Il craint que vous ne les voyiez comme une redondance et ne les brisiez pour être absorbés dans vos propres divisions de R et D. C'était ça, une question commerciale concrète. La poésie était terminée. Thorne sentit le frisson de l'accord revenir. « Dites-lui, » dit Thorne en se penchant, « que l'équipe Takeda Ryu est la raison principale pour laquelle nous payons une prime de 10%. Nous n'achetons pas son matériel. Nous achetons le génie collectif de cette équipe. Ils ne seront pas démantelés. Ils auront leur propre campus, un budget 3 fois supérieur à ce qu'ils ont maintenant et une autonomie créative complète. Ils seront le joyau de la couronne de notre opération combinée. » Alors qu'Elara traduisait cela, un changement subtil mais notable se produisit dans l'attitude de la délégation japonaise. Les 2 cadres échangèrent un regard de surprise authentique et la posture de M. Tanaka se détendit légèrement. Pendant l'heure suivante, ce fut le rythme de la pièce, une question de M. Tanaka filtrée par la profonde compréhension culturelle d'Elara, une réponse de Thorne dépouillée de ses bords abrasifs et présentée par Elara comme une déclaration de respect mutuel. Elle était une tisserande experte, prenant le fil grossier et fort du sens des affaires de Thorne et l'entrelaçant avec le fil de soie fin de la philosophie de Tanaka, créant une tapisserie que les 2 hommes pouvaient se comprendre et admirer. Thorne la regardait, fasciné,
Cette jeune femme, qui remplissait silencieusement son verre d'eau il y a 1 heure, possédait une compétence plus précieuse que n'importe quel algorithme que son entreprise ait jamais conçu. Elle avait une aisance non seulement dans la langue, mais dans l'humanité, et il commença à se demander, avec un sentiment grandissant d'étonnement, qui elle était sur Terre, où une serveuse à Paris avait-elle appris à parler comme un érudit de Kyoto. L'atmosphère dans la suite céleste avait subi une transformation sismique. La tension oppressive s'était évaporée, remplacée par le bourdonnement bas et concentré d'une véritable négociation. Les assiettes du plat principal avaient été débarrassées par un Jean-Pierre, aux yeux écarquillés, qui traitait maintenant Elara avec la déférence qu'il réservait habituellement à la royauté en visite. Elara n'était plus juste une traductrice, elle était le pilier central de la conversation. Elle naviguait à travers des spécifications techniques complexes, des projections financières et des préoccupations philosophiques avec une élégance qui n'était rien de moins qu'époustouflante. Elle faisait souvent une pause, fermait les yeux 1 seconde, puis reformulait l'une des affirmations brutales de Thorne en une proposition nuancée qui résonnait avec les valeurs de M. Tanaka. Son esprit était un tourbillon. Une partie d'elle fonctionnait à l'adrénaline pure, hyper consciente du jeu à enjeu élevé dans lequel elle était tombée, mais une autre partie plus profonde d'elle se sentait étrangement chez elle. La langue, les concepts, la cadence respectueuse de la conversation, tout cela ressemblait à un retour au bercail. C'était la langue de son enfance. Elle était la fille de la docteure Harris Vance, une universitaire brillante, excentrique et largement méconnue de l'université de la Sorbonne. Sa mère avait été une experte occidentale de premier plan sur la période Heian de la littérature japonaise. Une érudite qui croyait que la philosophie technologique moderne pouvait beaucoup apprendre de l'ancienne synthèse japonaise entre nature, art et existence. Tandis que d'autres enfants apprenaient des comptines, Elara apprenait les 17 syllabes d'un haïku. Tandis que ses amis étaient en colonie de vacances, elle passait ses étés dans les bibliothèques poussiéreuses de l'université de Kyoto, la maison loin de la maison de sa mère. Sa mère était décédée 3 ans auparavant, laissant derrière elle une montagne de papiers non publiés et une fille qui se sentait totalement à la dérive. Elara, qui s'était spécialisée en études est-asiatiques pour se sentir plus proche de sa mère, se retrouvait avec un diplôme intellectuellement inestimable mais pratiquement inutile. Alourdie par le deuil et les dettes, elle avait pris ce travail à l'Aurélia, un lieu si éloigné du monde d'érudition tranquille de sa mère que cela ressemblait à une pénitence. Mais ce soir, pour la première fois depuis des années, elle sentait la présence de sa mère à ses côtés. Chaque proverbe que M. Tanaka utilisait, chaque référence culturelle subtile était une de celles que sa mère lui avait enseignées. Elle ne traduisait pas seulement des mots, elle canalisait l'œuvre de la vie de sa mère. La conversation tourna vers le cœur de la technologie de Cyber Kinetic Systems, leur IA propriétaire nommée Kodama. Dans toutes les vérifications préalables de Nexus Dynamics, ils n'avaient jamais compris la signification du nom, le rejetant comme une simple désignation de produit. M. Tanaka parla longuement de Kodama, sa voix remplie d'une fierté paternelle, et quand il eut fini, il regarda Elara, une question claire dans les yeux. Il voulait savoir si elle comprenait vraiment. Thorne, comme d'habitude, était impatient. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Nous savons tout sur les spécifications du système Kodama. Elara leva une main pour demander le silence, un geste d'autorité tranquille auquel Thorne, à sa propre surprise, obéit. « Il ne parle pas des spécifications, Monsieur Thorne, » dit-elle doucement. « Il explique le nom. Un Kodama est un esprit du folklore japonais qui habite les vieux arbres. C'est une croyance que la nature elle-même peut avoir une âme. Son IA n'est pas conçu pour être un simple outil. Elle est conçue pour être un partenaire, un système qui grandit en harmonie avec son utilisateur, apprenant et s'adaptant comme un être vivant. Il dit que le principe central de Kodama est l'évolution symbiotique, un concept autour duquel il a construit toute son entreprise. » Elle marqua une pause, puis ajouta une information cruciale. Il dit que cette philosophie n'était pas la sienne. Elle a été inspirée par le travail d'une érudite occidentale qu'il admirait grandement. Quelqu'un qui, selon lui, comprenait l'esprit japonais,
mieux que n'importe quel étranger qu'il ait jamais connu. Thorne se recula. Intrigué, c'était nouveau, une pièce du puzzle qu'il n'avait pas. Qui était l'érudite? Elara se tourna vers M. Tanaka et posa la question en japonais. M. Tanaka sourit, un sourire chaleureux et authentique qui transforma son visage sévère. Il prononça un nom. Un nom qui frappa Elara Vance comme un éclair. Harisu Vansu Hakase. Docteur Harris Vance. Le sang se vida du visage d'Elara. La pièce, la table, les visages autour d'elle semblèrent reculer, un bruit de ruée remplissant ses oreilles. Elle sentit un tremblement parcourir ses mains qu'elle joignit rapidement sur ses genoux pour les calmer. Cela ne pouvait pas être. Sa mère était une universitaire obscure, elle publiait dans de petits journaux. Son travail respecté par une poignée de pairs, mais inconnu du grand monde. Entendre son nom prononcé ici, dans cette pièce, au cœur d'un accord de plusieurs milliards, ressemblait à une hallucination. Qu'est-ce qu'il a dit? Pressa Thorne, sentant le changement soudain et dramatique dans son attitude. Quel est le nom? Elara lutta pour trouver sa voix, qui sortit comme un murmure étouffé. Il a dit que le nom de l'érudite était Harris Vance. Thorne fronça les sourcils, le nom ne signifiant rien pour lui. Vance, comme votre nom? Il la regarda, une lueur de compréhension naissante dans les yeux. Est-ce une coïncidence? Elara secoua la tête. Incapable de parler, tout le chagrin et la fierté qu'elle ressentait pour sa mère brillante et négligée montèrent en elle. Elle se tourna vers M. Tanaka, sa voix tremblante alors qu'elle repassait au japonais. Tanaka-sama. Harisu Vansu wa watashi no haha deshita. Monsieur Tanaka, Harris Vance était ma mère. Le silence qui suivit fut plus profond que tout ce qui avait précédé. Le sourire chaleureux de M. Tanaka disparut, remplacé par une expression d'admiration totale et non frelatée. Il la fixa, ses vieux yeux scrutant son visage, voyant pour la première fois l'écho faible d'une femme avec qui il avait correspondu il y a des décennies, une érudite dont il avait vénéré l'esprit. Les deux cadres japonais à côté de lui altèrent auditivement. Julien Thorne, le titan de l'industrie, le maître de l'univers, regarda tour à tour la délégation japonaise stupéfaite et la serveuse pâle et tremblante, et il comprit finalement qu'il n'était pas tombé sur une simple traductrice. Il était tombé au cœur même de l'histoire, la pièce manquante du puzzle que ses milliards d'euros et ses équipes d'analystes n'avaient jamais pu trouver. La serveuse n'était pas juste un pont, elle était la destination. La révélation flottait dans l'air, réécrivant complètement la réalité de la pièce. Elara Vance n'était plus une serveuse. Elle était la fille de l'architecte intellectuel derrière la philosophie même qu'il négociait. Elle n'était pas une employée, elle était une héritière. Monsieur Tanaka se leva lentement de sa chaise. C'était un geste d'un immense respect. Il s'inclina profondément devant Elara, pas le hochement de tête superficiel d'un homme d'affaires, mais l'inclinaison profonde d'un étudiant devant l'héritage d'un maître vénéré. « Vansu Hakase no Musume-san » dit-il, la voix chargée d'émotion. « La fille du docteur Vance, vous rencontrer de telle manière, cela doit être le destin. » Et Lara, submergée, ne put que se lever et offrir une révérence en retour. Les larmes montant à ses yeux, c'était la reconnaissance que sa mère n'avait jamais reçue dans son propre pays, de son vivant. Elle lui était donnée maintenant, dans la plus surréaliste des circonstances, par un titan de l'industrie japonaise. Julien Thorne observait cet échange, son esprit tournant plus vite qu'un superordinateur Nexus. Chaque hypothèse qu'il avait faite ce soir-là avait été fausse. Il était entré en voyant cela comme une transaction simple, bien que massive, de l'argent contre des actifs. Il avait ragé contre les barrières culturelles et linguistiques, les considérant comme des obstacles irrationnels à briser. Maintenant, il voyait la vérité. L'accord n'avait jamais porté sur l'argent. Il portait sur la confiance, sur l'héritage. M. Tanaka ne vendait pas une entreprise. Il essayait de trouver un gardien digne pour l'œuvre de sa vie. Une œuvre inextricablement liée aux idées de la docteure Harris Vance. Et Thorne n'avait pas échoué à communiquer. Il avait échoué au test de dignité.
Ces deux vice-présidents avaient l'air complètement perdus. Leur visage, un mélange de crainte et de terreur. Ils étaient désespérément hors de leur profondeur. Mais Thorne, lui, s'adaptait déjà. Les prédateurs impitoyables ne se contentent pas de survivre. Ils évoluent, ils voyaient le nouveau paysage de l'accord et calculaient déjà le chemin vers la victoire. Et ce chemin, ils le comprenaient maintenant, passait directement par Elara Vance. « Elara », dit Thorne, sa voix plus douce que quiconque dans son entreprise ne l'avait jamais entendue. « S'il vous plaît, asseyez-vous, tous les deux. » Elara et M. Tanaka retournèrent à leur siège. La dynamique de pouvoir avait irrévocablement changé. Ce n'était plus Thorne et Tanaka aux extrémités opposées d'une table. C'était maintenant M. Tanaka et Elara au centre, avec Thorne comme un étranger demandant l'entrée. M. Tanaka commença à parler à Elara, sa voix pleine de chaleur et de révérence. Il n'y avait pas encore besoin pour elle de traduire pour Thorne, c'était une conversation qui ne le concernait pas. Il parla de la façon dont il avait découvert la monographie obscure de la Dr Vance. Le roseau murmurant, principe symbiotique dans la culture de la cour Heian, dans une petite librairie de Kyoto au début des années 1980, il expliqua comment ces idées, selon lesquelles les systèmes les plus résilients ne sont pas les plus dominants, mais les plus adaptables et interconnectés, sont devenus le socle de sa philosophie de R&D pour Cyberkinetic Systems. Il lui dit qu'il avait écrit à sa mère plusieurs fois et qu'ils avaient échangé de longues lettres réfléchies pendant des années. Une rencontre d'esprit à travers les continents, il exprima son profond regret qu'il n'ait jamais eu la chance de se rencontrer en personne. Elara écoutait, les larmes coulant maintenant silencieusement sur ses joues. Elle se souvenait de ses lettres, elle se souvenait de sa mère assise à son bureau, entourée de livres, une tasse de thé vert fumant à côté d'elle. Écrivant pendant des heures sur du papier ravion fin, elle n'avait jamais compris l'importance de ce correspondant lointain. Maintenant, elle réalisait que sa mère avait aidé à façonner l'avenir depuis son petit bureau encombré à Paris. Finalement, M. Tanaka fit une pause, son expression devenant sérieuse. Il regarda Elara, puis Thorne, et ensuite de nouveau Elara, avant de parler à nouveau. Elara prit une profonde inspiration. Se composant, elle se tourna vers Thorne. M. Tanaka dit que sa plus grande peur était que l'âme de son entreprise, la philosophie de ma mère, soit perdue dans cette acquisition. Il dit que la réputation de Nexus Dynamics est celle d'une assimilation agressive, de dépouiller les entreprises pour leurs brevets et de jeter leur culture. Elle croisa le regard de Thorne, son propre regard maintenant clair et fort. Elle n'était plus une serveuse timide, elle était la fille de sa mère. Il allait partir ce soir, non pas à cause de l'argent, mais parce qu'il croyait que vous étiez un homme qui ne pouvait pas voir le jardin pour le champ de bataille. Thorne ne broncha pas face à l'accusation. Il hocha simplement la tête, acceptant la vérité de celle-ci. Et maintenant, continua Elara, maintenant, il voit un signe. Il croit que le destin a amené la fille d'Aris Vance à cette table, mais ce n'est plus une condition de la vente. C'est la condition. « Quoi ?» demanda Thorne. « La tutelle », dit Elara, le mot atterrissant avec un poids immense. Il ne demande plus d'argent ou de sièges au conseil. Il veut une garantie. Il veut savoir comment vous protégerez l'héritage de ma mère. Le principe central de l'évolution symbiotique au sein de Nexus Dynamics. Il a besoin de savoir que Kodama ne sera pas transformé en arme, que l'équipe Takeda Ryu ne sera pas forcée de compromettre ses principes pour le profit. La négociation avait été distillée à son point le plus pur, le plus essentiel. C'était une question éthique, pas financière. Julien Thorne, le capitaliste impitoyable, le prédateur de la salle de conseil, resta silencieux pendant 1 minute entière. Ses VP retinrent leur souffle, ils s'attendaient à ce qu'il se moque, qu'il appelle cela des bêtises sentimentales et qu'il parte. Perdre 9 milliards était une chose, mais plier toute sa philosophie d'entreprise en était une autre. Mais Thorne regardait Elara. Il voyait l'intelligence dans ses yeux, la force tranquille qui avait été cachée sous un uniforme de serveur. Il voyait le fantôme de sa mère brillante
et il voyait la clé d'un avenir qui était plus grand qu'une simple acquisition de plus. Il n'achetait pas seulement une entreprise de robotique, il achetait une âme, une philosophie qui pourrait révolutionner tout son empire, et le prix de cette âme était une promesse. Il se pencha en avant, ses mains à plat sur la table, et regarda directement Elara, bien que ces mots fussent pour M. Tanaka. « Dites-lui ceci, » dit Thorne, sa voix résonnant d'une sincérité nouvelle. « Dites-lui qu'il a ma parole, mais une promesse ne suffit pas. Nous avons besoin d'un gardien, une incarnation vivante et permanente de cette philosophie au sein de notre entreprise. » Il tourna son regard pleinement sur Elara. « Je ne vous offre pas des honoraires de traductrice pour ce soir, Elara. Je vous offre un nouveau poste, directrice de l'intégration éthique. Vous rapporterez directement à moi, vous serez la gardienne de l'héritage de votre mère au sein de Nexus Dynamics. L'équipe Takeda Ryu répondra à vous. La charte éthique du projet Kodama sera écrite et appliquée par vous. Vous aurez un droit de veto sur toute application de la technologie qui viole les principes fondamentaux. Vous serez l'âme de la machine. » L'offre était audacieuse, folle et absolument brillante. C'était un mouvement si osé qu'il laissa tout le monde, y compris M. Tanaka, sans voix. Il n'acceptait pas seulement la condition. Il faisait de la gardienne de la condition la nouvelle personne la plus puissante de son entreprise. Elara le fixa, son esprit vacillant sous le choc des 2 dernières heures, de serveuse à directrice, de servir du vin à façonner l'avenir de l'intelligence artificielle. C'était impossible, et pourtant cela semblait être la conclusion la plus naturelle du monde. C'était la destination vers laquelle toute sa vie l'avait mené sans le savoir. Le silence dans la suite céleste s'étirait, épais du poids de la proposition stupéfiante de Thorne. L'esprit d'Elara était un maelstrom de choc, de doute et d'un sentiment montant et inconnu d'autonomisation, directrice de l'intégration éthique, droit de veto, gardienne de l'héritage de sa mère. C'était un avenir qu'elle n'aurait jamais pu concevoir, offert par un homme qui, quelques heures plus tôt, ne connaissait même pas son nom. M. Tanaka l'observait, ses yeux anciens discernant tout. Il n'avait pas besoin de traduction pour comprendre la gravité de l'offre de Thorne. Il la voyait dans l'intensité concentrée de l'homme et dans l'expression stupéfaite sur le visage d'Elara. Il se tourna vers ses associés et murmura en japonais un bref échange à voix basse. Un consensus fut atteint. Finalement, Elara trouva sa voix, se tournant vers M. Tanaka pour traduire l'offre de Thorne. Elle l'exposa précisément, sans fioriture, son ton stable et professionnel malgré la tourmente en elle. Et alors qu'elle parlait, elle pouvait voir les derniers vestiges de doute dans l'expression de M. Tanaka fondre, remplacés par un regard de profonde satisfaction. Il n'avait pas juste trouvé un acheteur, il avait trouvé une solution, un successeur, un moyen de s'assurer que l'œuvre de sa vie ne survivrait pas seulement, mais fleurirait d'une manière dont il avait seulement rêvé. Quand elle eut fini, M. Tanaka répondit, non pas avec une contre-offre, mais avec une déclaration simple et puissante. Elara se tourna vers Thorne. « Monsieur Tanaka accepte vos conditions, » déclara-t-elle, puis elle ajouta l'addenda crucial. « À une condition. » La mâchoire de Thorne se resserra légèrement. « Laquelle » Qui était que Mademoiselle Vance accepte votre offre, dit-elle, se référant à elle-même à la 3e personne comme le voulait le protocole. La décision, l'accord entier de 9 milliards d'euros, reposait maintenant carrément sur ses épaules. C'était un moment de clarté absolue pour Elara. Pendant 3 ans, depuis la mort de sa mère, elle s'était sentie comme un fantôme hantant les bords de sa propre vie, servant les autres tandis que son propre potentiel restait dormant. Elle avait été définie par sa perte et ses limites. Maintenant, on lui offrait une chance d'être définie par son héritage et ses forces uniques, de défendre le travail de sa mère, de lui donner la plateforme et la reconnaissance qu'il méritait. C'était une responsabilité terrifiante, mais c'était aussi l'opportunité la plus significative qu'elle pût jamais imaginer. Elle regarda Julien Thorne, un homme qu'elle avait d'abord jugé comme un tyran unidimensionnel. Elle voyait maintenant qu'il était plus complexe, toujours impitoyable, toujours motivé, mais aussi pragmatique et assez intelligent pour reconnaître un changement de paradigme quand il était assis juste en face de lui,
Il n'offrait pas cela par charité, il l'offrait parce qu'il reconnaissait sa valeur. Pour la première fois, elle se sentait vue non comme une servante, mais comme une égale. « Monsieur Thorne, » dit Elara, sa voix claire et ferme, toute trace de la serveuse disparue, remplacée par l'autorité calme d'une directrice. « J'accepte votre offre. » Un soupir collectif de soulagement traversa la pièce. L'un des VP de Thorne essuya réellement une goutte de sueur de son front, et Julien Thorne afficha un rare sourire authentique. Il tendit la main à travers la table, non pas à M. Tanaka, mais à Elara. « Bienvenue chez Nexus Dynamics, Mademoiselle Vance. » Elara serra sa main, sa poigne était ferme, confiante. Cela ressemblait au scellement d'un pacte. Puis M. Tanaka tendit sa propre main à Thorne, et alors que Thorne la prenait, le vieil homme plaça son autre main sur leurs mains jointes, un geste d'unité. « Que le jardin fleurisse », dit-il en anglais, les premiers mots qu'il avait prononcés dans la langue toute la soirée, sa prononciation soigneuse et délibérée. L'accord était fait. Pas sur le papier, pas encore, mais le vrai contrat, celui basé sur la compréhension, le respect et une vision partagée pour l'avenir, avait été forgé. Le reste de la soirée se passa dans un flou chaleureux et convivial. Le dessert, une tarte délicate au yuzu, fut servi. La conversation coula librement avec Elara, agissant maintenant comme un véritable pont de communication. Il ne parlait pas seulement affaires. M. Tanaka, animé et joyeux, partageait des histoires de ses débuts, de l'inspiration qu'il tirait de la nature, et Thorne, à son tour, parlait de sa propre vision pour l'avenir, une vision qui, filtrée par Elara, sonnait moins comme une domination d'entreprise et plus comme une innovation ambitieuse pour le bien de l'humanité. Elara avait l'impression de regarder un film de sa propre vie. Elle était entrée dans cette pièce en tant que serveuse, invisible et insignifiante. Elle en sortirait en tant que cadre clé dans un empire technologique mondial, la gardienne de l'héritage intellectuel et spirituel de sa propre mère. Alors que la soirée touchait à sa fin, les délégations se préparèrent à partir, des adieux formels furent échangés, et M. Tanaka s'arrêta devant Elara, s'inclinant une fois de plus. « Votre mère serait très fière, Vance-san, » dit-il en japonais. « Vous avez son esprit. »« Merci, Tanaka-sama, » répondit-elle, le cœur plein. « Je ferai de mon mieux pour vous honorer tous les deux. » Après le départ de la délégation japonaise, les VP de Thorne, semblant toujours sous le choc, offrirent leurs félicitations et firent rapidement leur propre sortie, impatients d'échapper à l'atmosphère surréaliste de la pièce. Finalement, il ne restait plus que Julien Thorne et Elara Vance, debout seuls dans la suite opulente, les restes du dîner, la porcelaine fine, les verres en cristal, les serviettes en lin semblaient des artefacts d'une autre vie. Thorne se tourna vers elle, son expression illisible. « Ma voiture est en bas. Nous avons du travail à faire. Mon équipe juridique rédigera votre contrat de travail ce soir. Il sera sur votre bureau à 9 heures demain matin. Votre salaire de départ sera à 7 chiffres. Ne soyez pas si surprise, Mademoiselle Vance. Vous venez de me sauver 9 milliards et de me donner l'avenir. J'appelle cela une bonne affaire. » Il fit une pause, l'étudiant. « J'ai besoin de savoir une chose. Pourquoi étiez-vous serveuse? Quelqu'un avec vos compétences, vos connaissances? » Elara regarda par la vaste fenêtre la mer de lumière qu'était Paris. « Je suppose, » dit-elle pensivement, « que j'attendais, je ne savais juste pas ce que j'attendais. »« Eh bien, » dit Julien Thorne avec une pointe d'admiration dans la voix. « L'attente est terminée. Mettons-nous au travail. » Elara sortit de l'Aurélia, non pas par la sortie du personnel à l'arrière, mais par la grande entrée principale côte à côte avec Julien Thorne, le maître d'hôtel, qui avait à peine reconnu son existence pendant 2 ans, tint la porte ouverte, son visage un masque de respect ébahi. La descente des 60 étages dans l'ascenseur privé fut silencieuse. Elara regarda les lumières de la ville monter à leur rencontre, son reflet dans le laiton poli. Une étrangère dans un uniforme familier, sa vie avait été bifurquée en un avant et un après, la ligne de démarcation étant une seule décision terrifiante de s'avancer et de parler. La voiture de Thorne, une Maybach noire élégante, attendait au bord du trottoir. Un chauffeur tenait la porte ouverte pour eux
et alors qu'Elara glissait sur le siège en cuir moelleux, elle pensa au wagon de métro bondé qu'elle aurait dû prendre pour rentrer. Le trajet fut court, mais Thorne était tout à son affaire. Il était au téléphone aboyant des ordres, avec son ancienne férocité, mais le contenu était entièrement nouveau. Mettez Sarah du juridique en ligne. J'ai besoin d'un nouveau contrat de cadre rédigé, titre directrice de l'intégration éthique. Oui, vous m'avez bien entendu. Le salaire est non négociable. Aussi donnez-moi tout le dossier non expurgé sur l'acquisition de cyberkinétique, chaque pièce de diligence raisonnable, et je veux chaque papier académique jamais publié par une docteure Harris Vance. Trouvez-les. Je me fiche si vous devez réveiller un archiviste universitaire. Je les veux à l'aube. Il raccrocha et regarda Elara. Votre première tâche sera de revoir notre plan d'intégration initial. Je soupçonne qu'il est entièrement faux. Vous volerez pour Kyoto avec moi vendredi. Vous et moi nous adresserons personnellement à l'équipe Takeda Ryu. Vous ferez la conversation. C'était un afflux vertigineux d'informations et de responsabilités. Kyoto, sa propre équipe, sa propre charte. La voiture s'arrêta devant un modeste immeuble haussmannien dans un quartier calme. Un monde loin du penthouse de Thorne. « Je ferai venir une voiture vous chercher à 8 heures, » dit-il alors que le chauffeur ouvrait sa porte. « Mon bureau, soyez prête. »« Date, je le serai, » dit-elle en sortant sur le pavé familier de sa propre rue. « Et mademoiselle Vance, » ajouta Thorne, se penchant à travers le siège. Elle se retourna, son visage éclairé par la lueur faible du tableau de bord. « Ce soir, merci. » Il était clair que les mots n'étaient pas faciles pour lui, ce qui les rendait d'autant plus significatifs. Elle hocha simplement la tête et la voiture s'éloigna, disparaissant dans la nuit parisienne. Elara resta sur le trottoir pendant un long moment, les clés de son appartement semblant étrangères dans sa main. Elle monta les 5 étages jusqu'à sa petite chambre de bonne encombrée. Des livres étaient partout, des piles sur le sol débordant des étagères. La plupart d'entre eux étaient à sa mère. Elle marcha jusqu'à son bureau, où une photographie délavée de sa mère trônait, prise à l'université de Kyoto. Une femme vibrante et souriante avec un livre à la main. « Tu ne croiras pas ce qui s'est passé ce soir, maman » chuchota-t-elle dans le calme de la pièce. Elle s'assit et sortit un journal relié en cuir usé. C'était celui de sa mère, rempli de son écriture élégante, un mélange de français et de kanji japonais, et Lara n'avait jamais pu se résoudre à tout lire. Le chagrin était trop frais, mais ce soir, elle l'ouvrit. Sur la première page, dans l'écriture de sa mère, se trouvait une seule citation du poète Basho. « Chaque jour est un voyage, et le voyage lui-même est la maison. » Pour la première fois en 3 ans, Elara sentit qu'elle était enfin en chemin. Son voyage avait été étrange et difficile, mais il l'avait menée ici, à un endroit où son passé n'était pas un fardeau, mais une clé. Un endroit où sa voix comptait. Elle n'était plus juste une serveuse, plus juste une fille en deuil. Elle était la gardienne d'un héritage, un pont entre 2 mondes, et son vrai travail ne faisait que commencer. Le soleil se lèverait dans quelques heures, et pour Elara Vance, ce serait l'aube d'une vie entièrement nouvelle. Cette seule soirée à l'Aurélia n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début explosif. Elara Vance n'a pas seulement obtenu un emploi, elle a révolutionné Nexus Dynamics de l'intérieur. Le modèle Vance Tanaka d'intégration éthique est devenu une référence dans l'industrie technologique, prouvant que l'âme d'une entreprise n'est pas un handicap, mais son atout le plus puissant. L'histoire de la serveuse qui a sauvé un accord de 9 milliards est devenue une légende discrète dans le monde de l'entreprise. Un rappel puissant que le talent, la sagesse et le courage peuvent être trouvés dans les endroits les plus inattendus. Elle nous rappelle que la personne que vous négligez aujourd'hui pourrait être celle qui détient la clé de votre avenir demain.